Alors, nous entamons maintenant la deuxième partie de la formation concernant la trajectoire de soins optimale du patient qui quitte en Ativade. Nous allons aborder des principaux concepts de préparation stérile, les étapes de dispensation du médicament et les responsabilités du pharmacien dispensateur. Donc, les objectifs de cette formation sont de comprendre les étapes de la préparation de produits stériles selon les normes et les standards de pratique de l'OPQ, de décrire les installations requises pour la préparation et la dispensation de produits stériles, et enfin de procéder à toutes les étapes de dispensation d'un produit stérile. Alors, pourquoi on a dû mettre en place toute cette organisation? Donc, à l'époque, nous sommes très loin de l'époque, en fait, où les médicaments étaient préparés sur le comptoir. Donc, maintenant, on prépare tout sous hotte stérile. Et au niveau des pharmacies préparatrices, il y a seulement 5 pharmacies préparatrices sur le territoire de la capitale nationale. Et vous allez comprendre aussi que la préparation d'un antibiotique sous hotte stérile, c'est assez long. Et pourquoi? C'est qu'on doit respecter des normes d'asepsie. Alors, les principes reliés au respect de l'asepsie, c'est quoi? Donc, c'est de fournir un environnement contrôlé, exempt de contamination. Donc, les contaminations qui peuvent autant être des particules non viables que des micro-organismes, donc qui sont alors viables. C'est aussi d'instaurer des politiques et des procédures rigoureuses, ainsi qu'un programme de contrôle de la qualité. C'est aussi de voir à l'application des techniques aseptiques adéquates. C'est aussi de déterminer et de respecter la date limite d'utilisation des produits et enfin de respecter les conditions d'entreposage. Et tout ça est régi par un cadre normatif au Québec, c'est-à-dire la norme de l'OPQ, donc la norme 2014-01, qui encadre toute la préparation des produits non dangereux. On parlera de produits dangereux lorsqu'on parle, entre autres, de chimiothérapie, mais ce n'est pas du tout le but de la présente présentation. Donc, la norme de l'OPQ rédigée en 2014, qui a été révisée aussi en octobre 2017, elle encadre la pratique via des politiques et procédures qui touchent autant le personnel, l'équipement, la façon de préparer les produits stériles, donc comment on manipule les produits stériles, comment on peut déterminer la date limite d'utilisation, comment on doit procéder à l'emballage, au transport des produits stériles. Et aussi, les pharmacies préparatrices sont tenues de faire un programme d'assurance de la qualité. Donc, si on reprend chacun des points concernant le personnel et les installations équipements, donc le personnel doit avoir une formation rigoureuse, c'est-à-dire une formation initiale et une évaluation annuelle avec un programme de maintien des compétences. Donc, c'est la pharmacie préparatrice qui doit s'assurer de cette formation-là. Ensuite de ça, lorsque le personnel technique procède à une préparation sous hotte stérile, il doit s'habiller, donc s'habiller complètement pour protéger la préparation stérile et non se protéger lui-même. Donc, on veut éviter qu'il y ait des particules qui viennent contaminer ou des micro-organismes qui viennent contaminer la préparation. Alors, vous voyez ici, là, le personnel doit s'habiller avec un vêtement à faible émission de particules, doit avoir des chaussures, des couvre-chaussures, bonnet, masque, couvre-barbe s'il y a lieu. Ensuite de ça, une jaquette et des gants stériles. Il doit aussi se laver les mains, donc faire un lavage complet des mains et des avant-bras. C'est un lavage qui comprend plusieurs étapes, donc qui prend quelques minutes, qui est à base de savon néoderme et de Stérigel plus. Donc déjà, en partant, juste de s'habiller, c'est quand même assez long pour le personnel technique. Au niveau des installations et de l'équipement, donc l'environnement doit être contrôlé, c'est-à-dire, en fait, pour diminuer les risques de contamination, il doit y avoir un contrôle particulier, un contrôle de température, d'humidité, aussi de gradient de pression. Il doit y avoir différentes aires qui vont être destinées aux activités de préparation de produits stériles, c'est-à-dire une zone de soutien qui va servir donc à l'entreposage du matériel et des produits qui servent à la préparation stérile. Ça va être aussi la zone où est-ce qu'on va saisir les ordonnances. Ensuite de ça, il y a le SAS ou l'antichambre qui va servir à la préparation du personnel, c'est-à-dire l'hygiène des mains, des avant-bras et l'habillage du personnel.
Et enfin, il y a la salle blanche, qui est également nommée la salle propre, où est-ce que, qui contient en fait l'enceinte de préparation stérile. Donc, vous avez une idée ici là, de ce à quoi ressemblent les salles de préparation stérile. Donc, la zone de soutien où est-ce qu'on garde le matériel, où est-ce qu'on fait la saisie des ordonnances. L'antichambre où est-ce que le personnel va se préparer. Et enfin, la salle blanche avec la hotte stérile où la préparation aura lieu. Il y a des exigences au niveau de ces aires de préparation-là. Donc, il doit y avoir un bon éclairage, les aires doivent être propres, non encombrées, ils doivent être faciles à entretenir et la température, les gradients de pression et l'humidité doivent toujours être contrôlés. Voici maintenant une enceinte de préparation stérile, donc nommée aussi EPS. C'est une hotte à flux laminaire, horizontale ou verticale. Je vous dirais que pour la plupart des préparations activables, ça va être une hotte à flux horizontale. C'est une hotte qui va débarrasser l'air de 99,97% des particules via un filtre EPA. Ces hottes-là servent vraiment à protéger la préparation et non le préparateur proprement dit. Et ces hottes-là, comme je vous le mentionnais plus tôt, ne sont pas appropriées pour les produits dangereux. On devra utiliser alors une enceinte de sécurité biologique qui va protéger maintenant le préparateur puisqu'on parle de produits dangereux. Donc, il n'y a pas aucune recirculation d'air qui est permise pour ces préparations-là. L'enceinte de préparation stérile, il y a quand même un entretien assez exhaustif. Elle doit fonctionner 24 heures sur 24. Elle doit être certifiée régulièrement 2 fois par année. Il y a un respect rigoureux de l'enceinte qui doit se faire. Donc, lors des manipulations, le personnel technique doit respecter le sens du flux pour protéger la préparation. Il y a beaucoup d'entretien à faire. Donc, il y a des nettoyages quotidiens avec de l'eau stérile, il y a aussi une désinfection biquotidienne avec de l'alcool isopropylique à 70%. À toutes les semaines, la hotte doit être désinfectée avec un agent sporicide, qui est habituellement le germicide 3. Et le plancher, donc la surface de travail proprement dite, doit être nettoyée régulièrement, c'est-à-dire entre chaque préparation, pour les préparations qui ont une durée de plus de 30 minutes ou évidemment si la surface devient souillée ou contaminée. Et tous les entretiens, on doit tenir un registre des entretiens. Maintenant, quelques étapes de préparation des produits stériles. Donc, évidemment, pour faire la préparation, on doit avoir une recette qui doit être élaborée pour chaque préparation. Cette recette-là, elle doit respecter les normes de stabilité et de compatibilité. Dans la recette, on doit déterminer aussi la date limite d'utilisation selon la stabilité physico-chimique du médicament, mais aussi selon la stabilité microbiologique du produit. Et cette stabilité microbiologique-là va dépendre un peu des étapes de préparation, c'est-à-dire du nombre d'unités stériles utilisées. Et également va dépendre de la température de conservation, soit la température ambiante ou le frigo. C'est important, toutes les préparations stériles en lien avec le programme Activad ne doivent jamais être congelées parce que les recettes qu'on a révisées et qui seront déposées sous peu contiennent des informations quant à la stabilité, mais uniquement à température de la pièce ou au réfrigérateur. Voici rapidement quelques étapes de préparation. Donc, évidemment, le comité régional va avoir révisé toute la recette, va les avoir déposées sur le site Internet du SUS Capitale national, mais c'est sûr que la pharmacie préparatrice doit vérifier la recette, déterminer le matériel requis. Elle doit compléter le registre de préparation, c'est-à-dire faire un numéro de lot, bien indiquer la date d'expiration du produit. Elle doit désinfecter tout le matériel requis à l'aide de l'alcool isopropylique. Et lors de sa préparation, l'assistant technique doit utiliser peu de matériel à la fois pour éviter là, de perturber le flux. Donc, ça augmente en fait le temps de préparation. Tel que mentionné aussi, non seulement le personnel doit désinfecter régulièrement sa surface de travail, mais doit aussi désinfecter ses gants avec de l'alcool isopropylique.
Et lors des manipulations, le personnel technique doit toujours protéger les sites critiques. Donc, éviter d'y toucher ou de surplomber pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Les surfaces critiques, bien, vous en avez une idée ici, c'est-à-dire ça peut être le piston, évidemment, l'aiguille et tous les sites d'injection. Donc, on doit éviter de contaminer les sites critiques des différentes seringues ou solutés ou même biberons. Alors, toujours dans les étapes de préparation, la pharmacie préparatrice, le personnel technique doit réviser, une fois que la préparation est finalisée, doit réviser complètement la préparation. Il y a une double vérification qui est essentielle, donc l'assistant technique et le pharmacien. Il doit revoir les ingrédients, les calculs, les bons volumes. Il doit y avoir aussi une inspection visuelle du produit, c'est-à-dire une absence de particules ou de bulles d'air. Les bulles d'air, c'est principalement pour l'administration par pompe ou par intermède. Il doit aussi faire les détails pour la facturation qui sera faite par la suite par la pharmacie dispensatrice. Il doit réaliser un étiquetage du produit fini et doit le faire pour chaque unité préparée, bien important. Et ensuite de ça, il doit emballer le produit fini dans un sac ambré ou un ziploc. Et enfin, il doit faire un emballage final pour la livraison, tout en respectant la chaîne de froid, donc maintenir une température entre 2 et 8 degrés, soit par glacière ou par ice pack. Au niveau de l'assurance du contrôle de la qualité, bien, il y a des normes, des politiques et procédures qui doivent être rédigées par les pharmacies préparatrices. Donc, autant au niveau de la formation du personnel, l'entretien des locaux, du contrôle de l'environnement, du contrôle de la qualité, des procédures pour la préparation des recettes. Et tel que mentionné, les pharmaciens préparateurs doivent tenir plusieurs registres. En résumé, la préparation de produits stériles par la pharmacie préparatrice, ça nécessite quand même plusieurs choses. Un environnement contrôlé, des installations qui rencontrent les normes, des politiques et procédures rigoureuses et un personnel qualifié, compétent et consciencieux. Et enfin, un contrôle de la qualité optimale. Donc, suite à la préparation des antibiotiques, l'antibiotique revient à la pharmacie dispensatrice. Donc, le pharmacien préparatoire doit offrir un service de livraison rapide pour que le pharmacien dispensateur puisse remettre rapidement l'antibiotique à son patient. Tel que mentionné précédemment, le pharmacien dispensateur a une grande responsabilité quant à la surveillance du traitement. Donc, il doit donner des informations complètes sur le traitement, c'est-à-dire l'indication, les effets indésirables. Je vous invite à consulter les infos médicaments qui ont été déposés sur le site Internet du SUS Capitale Nationale. L'horaire et la durée d'administration, si elle est connue pour la durée d'administration. Et au besoin, s'il a des questions, il peut compléter les informations sur le mode d'administration en consultant les infos mode d'administration qui ont été aussi déposées sur le site Internet. Ensuite de ça, il doit s'assurer que le patient réponde bien à son antibiotique, qu'il n'y ait pas d'allergie non plus. Il doit s'assurer d'un étiquetage adéquat. Donc, non seulement le pharmacien préparateur a la responsabilité d'un étiquetage adéquat, mais la pharmacie dispensatrice a également cette responsabilité-là. Donc, sur l'antibiotique, sur le sac d'antibiotiques, par exemple, devra se retrouver les deux étiquettes, c'est-à-dire l'étiquette de la pharmacie préparatrice et l'étiquette de la pharmacie dispensatrice, ceci en lien avec le respect du règlement sur l'étiquetage des médicaments et des poisons. Donc, l'étiquetage réalisé par la pharmacie dispensatrice devra avoir toutes les bonnes informations. On devra retrouver la programmation de la pompe s'il y a lieu. Et, comme tel que mentionné, l'étiquette du pharmacien préparateur doit demeurer en tout temps sur la préparation. Concernant plus spécifiquement l'étiquetage pour un antibiotique qui doit se donner par pompe CAD, donc vous avez une idée de l'étiquetage. Donc, vous avez évidemment l'identification de la pharmacie dispensatrice, l'identification du patient. Ensuite de ça, vous avez l'identification de l'antibiotique ainsi que toute la programmation de la pompe. On y revient à la prochaine diapo et la façon de conserver le médicament et enfin sa date de péremption.
Donc, si on reprend la même étiquette, je discute avec vous là, les principaux éléments de la programmation de la pompe. Donc, le volume résiduel, par exemple, pour la recette qui nous intéresse, on a un volume résiduel à 150 ml. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ça qui doit se retrouver initialement dans le sac que vous remettez à votre patient et non pas le volume à la fin de la perfusion. C'est vraiment ce qui doit se retrouver initialement dans le sac. Ensuite de ça, le volume par dose. Donc, c'est le volume qui est administré lors de chaque dose. Donc, par exemple, dans le cas présent, il y a une dose de 63 ml qui va être donnée à chaque 12 heures pour ce patient-là. Et dans ce 63 ml-là, il y aura une ceftazidime 1 g qui sera administrée. Ensuite de ça, la période, c'est la durée de temps pour administrer le volume à chaque dose. Donc, je vous dirais que pour la plupart des antibiotiques, la période est fixée entre 30 minutes et 1 heure. Pour certains antibiotiques, comme on a retiré les tubulures à haut débit, la période d'administration sera un peu plus longue. Et pour ce qui est des aminosides et de la vancomycine, particulièrement la vancomycine qui peut entraîner un syndrome de Renman syndrome si c'est administré trop rapidement. À ce moment-là, vous allez voir des périodes d'administration plutôt vers le 2 heures. Ensuite, pour ce qui est du cycle de la dose, c'est vraiment la fréquence d'administration de la dose. Donc, on a de la ceftazidime 1 g aux 12 heures, alors le cycle sera de 12 heures. Et ensuite, le GVO, qui est le débit minimum requis entre l'administration de chaque dose afin d'éviter que le cathéter se bouche. Donc, vous avez ici une recette de l'ICPQ. Le GVO actuel a été fixé à 0,4 ml/h, mais dans un souci d'uniformisation, lors du dépôt des recettes au printemps 2018, vous allez voir que tous les GVO ont été fixés à 0,5 ml/h, sauf rares exceptions. Donc, on revient aux responsabilités du pharmacien dispensateur. Donc, au niveau de la surveillance du traitement, il doit, tel que mentionné, donc faire une inspection visuelle du médicament, s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air, de particules, s'assurer que, par exemple, le volume semble adéquat. Donc, si je reviens avec mon exemple, dans le volume résiduel ici, on a 150 ml. Si, par exemple, la pharmacie dispensatrice recevait des sacs très, très gonflés avec un sac, par exemple, de NaCl 250 ml, tout de suite, il faut comprendre qu'on a un problème et que le volume n'est pas adéquat. Ensuite de ça, il doit s'assurer de la bonne conservation du médicament. Il doit faire la livraison ou la remise de l'antibiotique dans les délais requis. Je rappelle que l'établissement s'engage à fournir jusqu'à 20 heures la journée même. Et la livraison doit toujours se faire dans le maintien de la chaîne de froid. Et enfin, il doit tenir de façon rigoureuse un agenda de suivi, incluant le suivi des dosages pour l'aminoside et la vancomycine. Donc, en résumé, le pharmacien dispensateur occupe un rôle clé dans le traitement du patient qui quitte sous Aditivad. Donc, il doit prendre en charge rapidement le patient dès le premier contact téléphonique et la réception du fax provenant de l'établissement. Il y a une responsabilité majeure quant à la remise des antibiotiques et également quant à la surveillance du traitement. Donc, il doit connaître la trajectoire de soins à TIVAD ainsi que les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Et enfin, il y a une grande place dans le suivi de la thérapie, évidemment en collaboration interprofessionnelle. Donc, ça termine la deuxième partie de cette formation. Alors, si vous avez des questions, je vous encourage à les faire parvenir à une des deux coprésidentes du comité régional à TIVAD, donc Isabelle Taillon, moi-même ou Geneviève Tremblay. Merci de votre attention.